Si vous avez passé du temps à réviser le thème de management et que c'est toujours flou, donc cette vidéo est faite pour vous. Dans cette vidéo, on va aborder le thème de management. Donc dans cette matière, donc ce qu'il faut, c'est surtout au niveau de l'examen, donc éviter le blabla, parce que les correcteurs n'aiment pas ça. Maîtriser les définitions clés, placer les notions au bon endroit et utiliser une méthode simple et claire. Les questions qu'on va aborder donc sont les suivantes. On va voir ce qu'est un pestel, qui est un outil d'analyse macrométrique avec des exemples. On va prendre l'exemple du secteur de la crypto-monnaie qui est en ce moment en tendance. On va aussi voir un cas sur les semi-conducteurs. On va aussi voir les définitions de l'innovation, la compétitivité de prix et hors prix. Qu'est-ce qu'un pestel? Donc, un pestel est un outil qui va permettre d'analyser l'environnement macroéconomique, c'est-à-dire l'environnement au sens large. C'est une analyse économique à grande échelle, nationale ou mondiale. Donc, le pestel, donc le P pour politique. Donc, dedans, on va voir la stabilité gouvernementale, la politique fiscale et monétaire, les régulations, subventions, les relations internationales. Ça va être le rôle de l'État. Le E, économique, on va y voir dedans donc la croissance économique, les taux d'intérêt, l'inflation, le taux de change, le pouvoir d'achat des consommateurs. Donc ici, ça va être les enjeux financiers et industriels. S pour socioculturel, donc la démographie, le mode de consommation, les valeurs, les valeurs et culturelles, l'éducation de vie, donc en somme, donc l'évolution des mentalités et des modes de vie. T technologique, ça va être l'innovation, la recherche et développement, la digitalisation, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, en bref, les avancées et les innovations clés. Le E, le deuxième E, donc pour écologie, ça va être les normes environnementales, changement climatique, les ressources naturelles, le RSE, donc les impacts écologiques. L pour légal, ça va être tout ce qui est législation de travail, protection des consommateurs, réglementation sectorielle, donc le cadre réglementaire. Donc P, politique, le rôle de l'État. E, les enjeux financiers et industriels. Donc S, donc l'évolution des mentalités et modes de vie. T, les avancées et les innovations clés. E, pour les impacts écologiques. Et L, pour le cadre réglementaire. Donc le pestel va être utile pour anticiper donc, les opportunités, les risques liés à un environnement externe, macroéconomique comme on a dit, d'une entreprise avant de prendre des décisions. Donc avant de prendre des décisions pour aller sur un tel ou tel marché, donc l'entreprise va pouvoir faire un pestel pour sonder l'environnement externe et savoir si c'est intéressant, si c'est un marché intéressant ou pas. Est-ce que les avantages sont prépondérants par rapport aux, aux inconvénients? Est-ce que c'est intéressant d'y aller ou pas? Est-ce que le pestel est un outil efficace? Donc, le pestel est efficace pour comprendre un environnement. Toutefois, il peut être complété par d'autres analyses. Donc, le pestel va être utile pour avoir une idée large, on va dire dans les grandes lignes, mais il peut être complété par d'autres analyses, telles que l'analyse micro-environnementale de l'entreprise, c'est-à-dire l'environnement au sens proche, petite erreur ici, donc prendre en compte les salariés, les fournisseurs, les clients, les concurrents. Donc, dans le pestel, il s'agit d'identifier les facteurs externes au sens large afin de prendre une décision, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est-ce que ça vaut le coup de saisir l'opportunité ou pas. On va regarder un exemple. Donc ici, par exemple, j'ai fait un exemple d'un pestel
pour le secteur des crypto-monnaies. Donc, voilà, donc l'entreprise va être là, par exemple une entreprise qui est dans le secteur qui va faire du minage ou qui va travailler dans la blockchain ou autre, et par exemple, hein. Et ensuite, donc l'entreprise elle va être là au milieu, et le macro-environnement, donc ça va être tout ce qui est autour. Donc, pour revenir à notre Pestel, donc Pestel, on va commencer par le politique, donc les opportunités. Donc, il va y avoir le soutien des États, un peu Salvador, donc, avec le premier à avoir adopté le Bitcoin, etc. Donc le développement des cadres favorables pour son évolution, etc. Donc, les menaces en contrepartie, donc il y a des pays comme la Chine qui interdisent, par exemple, interdisent certaines crypto-monnaies, entre autres le Bitcoin, il me semble. Et donc il y a une interdiction de minage, etc. Donc ça peut être un frein par rapport à ça. Voilà, interdiction, restriction, instabilité législative et fiscale. Et des fois, il me semble qu'ils ouvrent, des fois, ils ferment. Ouais, c'est un peu instable. Il y a une inquiétude par rapport à ça économique. Il y a des nouveaux marchés d'investissement. Il y a potentiellement, les gens peuvent gagner de l'argent. Protection contre l'inflation, qui a fait un peu de mal aux consommateurs ces derniers temps. Ça peut être une protection contre l'inflation, comme l'or et d'autres choses, hein, bien sûr. Il n'y a pas que ce secteur-là. Mais voilà, il peut aussi y avoir la réduction des coûts de transactions internationaux. Donc on peut savoir, ça peut que les frais, on va dire, de transactions bancaires, etc., entre différents pays et surtout internationales, ça peut coûter cher. Donc il y a des crypto-monnaies, il me semble, qui proposent des solutions pour payer moins cher. Voilà. Donc les menaces, donc en contrepartie, donc c'est la forte volatilité, pardon. Il peut y avoir des corrections de 80%. Donc la monnaie peut être fortement dévaluée du jour au lendemain. Il y a des bulles spéculatives et ça peut engendrer une vulnérabilité par rapport à ça. Et surtout par rapport aux crises économiques, donc étant donné que c'est une monnaie très volatile, ça peut faire peur, donc dans le sens de est-ce que ça vaut le coup est-ce que c'est fiable au niveau économique ou pas, quoi. Vu qu'à la première crise, si ça se crache, c'est pas quelque chose de fiable, quoi. Après, au niveau socio-culturel, donc il y a une adoption croissante, notamment de la part des jeunes, des fintechs, des entreprises qui sont dans ce domaine. Il y a un intérêt voilà, médiatique aussi, avec aussi les youtubeurs et tout le monde qui parle de ça, démocratisation. Il y a aussi des gens qui se méfient, une population qui se méfie. Ça peut s'apparenter, donc la crypto-monnaie à du blanchiment, donc dissimulation de fonds, etc. Donc les gouvernements aussi, sont un peu réticents par rapport à ça. Ensuite, technologique, il y a des innovations telles que la blockchain, les smart contracts, les développements de nouvelles solutions, le Web3, NFT, donc ça c'est une opportunité. Autre partie, voilà, il y a le risque de piratage, bien que la blockchain, etc., est dit donc inviolable. Pour autant, il y a des projets qui ont subi des attaques et ce n'est pas quelque chose d'infaillible, malgré que c'est dit sécurisé, il y a toujours donc du piratage. Ce n'est pas 100%, on va dire, safe. Ensuite, il y a l'environnemental, le développement de nouvelles solutions. Par exemple, le Bitcoin qui, lui, est essentiellement minage et donc qui est, comment dire, qui est l'utilisation en fait de l'électricité pour, bon, on va pas rentrer dans le technique, mais de l'électricité, donc des ressources primaires pour créer donc cette crypto-monnaie. C'est aussi donc il y a une pollution
parce que voilà, ça fait travailler des cartes graphiques très puissantes, etc. Donc il y a d'autres solutions qui sont développées voilà, pour être plus éco-friendly, par exemple Ethereum, voilà. Donc là, voilà les menaces, on a les critiques liées à la consommation énergétique du mining, Bitcoin. Donc sur la part légale, il y a des réglementations qui sont en train de se mettre en place, notamment la réglementation MiCA pour mettre conforme les projets crypto-monnaies. Et voilà. Ensuite, donc, il y a aussi des incertitudes. Est-ce que les gouvernements vont interdire? Est-ce que, toujours cette incertitude-là, est-ce que fiscalement, est-ce qu'ils vont taxer les détenteurs de crypto-monnaies? Est-ce que ça va être interdit? Donc il y a toute cette part de flou en fait. Donc ensuite, l'entreprise ou l'individu, on va dire, ça peut aussi être adopté, donc le pestel, à une personne particulière. C'est pour avoir une idée. Donc ensuite, elle évalue est-ce que les opportunités par rapport aux contraintes, est-ce que ça vaut le coup ou pas. Et ensuite, en fonction de ça, elle prend une décision. Alors, en résumé rapide, donc il y a de fortes opportunités d'innovation dans ce domaine-là, une adoption croissante de nouveaux marchés. En revanche, voilà, donc les crypto-monnaies, c'est quelque chose de très volatile, parce que c'est aussi jeune, il faut aussi le dire. C'est pas un marché qui est très mature pour l'instant, et il y a des incertitudes réglementaires et environnementales. Ensuite, on va passer au deuxième pestel, qui est sur les semi-conducteurs. Donc les semi-conducteurs, c'est des puces comme ça là. Donc c'est un matériau composé de silicium qui est comment dire, qui est utilisé pour faire des puces électroniques et équiper la majorité des appareils modernes que nous avons, smartphones, ordinateurs, etc. Donc le pestel à ce niveau-là. Donc le pestel. Donc pour la politique, donc on va avoir le soutien des gouvernements, des plans stratégiques. Les Américains, donc Act aux USA, donc plan européen, etc. Donc il y a beaucoup on va dire de motivation de la part des gouvernements, des subventions et aides pour relocaliser la production. Ensuite, les menaces, c'est que il y a certains pays tels que le Taïwan donc, ou Corée du Sud qui sont très spécialisés dans ces semi-conducteurs. Le risque, c'est la dépendance, à ces pays-là. Si ces pays-là voilà, nous lâchent, donc on va être un peu, on va être très impacté. On ne pourra plus produire ces appareils que tout le monde utilise. Donc il y a cette motivation des gouvernements. Donc ensuite, on va voir l'économique. Donc l'économique, au niveau de l'opportunité, il y a une forte demande mondiale pour l'IA, le 5G, les véhicules électriques. Donc il y a un marché en croissance continue. Côté menace, il va y avoir en fait donc un marché cyclique, c'est-à-dire que soit c'est la pénurie, soit surcapacité, qui est un peu une instabilité au niveau de la production. Les investissements donc, nécessaires vont être colossaux. Donc, si ça peut freiner les petites, potentiellement les petites entreprises qui vont voir leur marge réduite, etc., par rapport aux grosses entreprises, potentiellement. Ensuite, au niveau socio-culturel, il y a un besoin croissant pour les appareils électroniques, les smartphones, etc. Donc ça, c'est quelque chose de positif. Côté négatif, il y a aussi comment dire, un risque en fait que tellement ces produits soient demandés qu'il y a une pénurie et qu'ensuite on ne peut plus voilà, relancer facilement le marché. Niveau technologique, il y a des innovations avancées dans ce secteur-là, avec des nouvelles applications, etc. Mais c'est un marché qui est fortement concurrencé, complexe,
et qui met en concurrence des acteurs partout dans le monde. Donc c'est un marché très concurrencé. Environnemental, donc il y a une recherche ici de faire quelque chose de innovant et durable, mais malgré tout, donc ça, c'est une production qui est très énergivore et qui fait, comment dire, qui est dépendante des terres rares et des métaux, de ces métaux-là, en fait. Niveau légal, il y a une protection par des brevets, mais malgré tout, il peut y avoir quand même des litiges malgré ces protections-là. Donc en somme, donc, ce qu'on peut dire ici, c'est que le marché, enfin le pestel sur les semi-conducteurs a soulevé, donc, au niveau politique, il y a le soutien des États, mais une forte dépendance géopolitique, donc Taïwan, Chine, USA. Au niveau économique, il y a un marché en forte croissance, mais cyclique, comme on a dit, entre surcapacité et pénurie, et coûteux. Socioculturel, il y a une demande massive pour ces produits-là, mais une crainte des pénuries. Niveau technologique, il y a des innovations constantes avec l'IA, la miniaturisation, mais une forte complexité et un marché très concurrencé. Niveau environnemental, il y a une recherche de durabilité et la production reste quand même très énergivore et polluante. Niveau légal, il y a des brevets qui existent, mais cela n'empêche pas d'avoir quand même des contraintes et des litiges. En bref, donc on peut dire que euh, c'est un secteur stratégique, innovant et en croissance, mais très dépendant et coûteux et potentiellement sensible aux crises. Donc, comment l'entreprise s'adapte à un environnement en constante mutation. Donc, il est nécessaire que les entreprises innovent pour rester compétitifs par rapport à leurs concurrents. Donc, la définition de l'OCDE par rapport à l'innovation. Donc, l'innovation pour l'OCDE, on rappelle que c'est une organisation de coopération et de développement économique. C'était une organisation internationale qui regroupe 38 pays, qui analyse et recommande des politiques et favorise la croissance et le bien-être. Donc l'OCDE, en une définition de l'OCDE qui nous dit que l'innovation est la mise en œuvre d'un produit, bien ou service, ou d'un procédé nouveau et ou sensiblement amélioré d'une nouvelle méthode de commercialisation ou d'une méthode organisationnelle dans les pratiques de l'entreprise, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures. Ça, c'est une définition que vous pouvez mettre dans votre copie. Donc, l'OCDE, c'est quelque chose qui est une définition qui est officielle. Donc, on rappelle, donc l'innovation, selon l'OCDE, c'est la mise en œuvre d'un produit, bien ou service, ou d'un procédé nouveau ou sensiblement amélioré, d'une nouvelle méthode de commercialisation ou d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques de l'entreprise, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures. Donc en version simple, ce qu'on peut dire, c'est par rapport la définition de l'innovation, l'OCDE, voilà, vous la prenez par cœur, vous la remettez dans vos copies au bon moment. Mais pour comprendre, en version simple, l'innovation selon eux, c'est d'introduire quelque chose de nouveau ou d'améliorer dans une entreprise. Alors là, c'est introduire quelque chose de nouveau ou d'améliorer dans une entreprise, que ce soit un produit, un procédé, une méthode de vente ou d'organisation. L'innovation, quelque chose de nouveau. Alors, juste avant de continuer, je vous invite à vous abonner et à nous soutenir si ce genre de contenu vous a plu. Donc on va continuer juste là. Donc pour ce qui est de l'innovation, donc quels sont les types
quels sont les types d'innovation? Donc l'innovation, il va y avoir l'innovation de produits. Ça va correspondre à l'introduction d'un bien ou d'un service nouveau ou sensiblement amélioré. On va avoir aussi l'innovation organisationnelle. Elle correspond à la mise en œuvre de nouvelles méthodes d'organisation. Exemple, modification de l'organisation du lieu de travail. Ça peut être le télétravail ou autre chose, quoi. Donc, l'innovation de commercialisation. Nouvelle méthode de commercialisation. Donc là, on a 3 types d'innovation. Innovation de produit, organisationnelle, commercialisation. Le produit, ça va être soit un bien, soit un service. L'innovation organisationnelle, c'est la méthode d'organisation de l'entreprise, comment elle travaille. Et l'innovation de commercialisation, c'est comment elle vend. Donc, elle cherche une nouvelle méthode pour vendre. Donc, selon l'innovation selon Schumpeter. Donc, selon lui, l'innovation repose sur 5 points. Innovation de produits, de procédés, de modes de production, de débouchés et de matières premières. En résumé, pour Schumpeter, l'innovation se décline en 5 formes. Créer un nouveau produit ou améliorer l'existant. Selon lui, donc l'innovation se décline en 5 formes. Créer un nouveau produit ou améliorer l'existant. Introduire un nouveau procédé de fabrication, de distribution, adopter un nouveau mode de production ou d'organisation, conquérir de nouveaux débouchés ou marchés, utiliser de nouvelles matières premières ou de ressources. D'autre part, il souligne que c'est grâce à l'entrepreneur innovateur que la dynamique économique se fait sentir à travers des progrès, la destruction. Donc la destruction créatrice, selon Schumpeter, qu'est-ce que c'est? Donc c'est en fait les innovations qui vont venir, ils vont créer de nouveaux métiers et ils vont supprimer les anciens. Par exemple, la robotisation, par exemple. Ça a supprimé l'emploi des salariés, etc., qui faisaient les missions manuellement. La robotisation, c'est venu et ça a créé, par exemple, des contrôleurs de machines. Ce genre de choses. Le but de l'innovation, quel est son but au final? Donc, le but au final de l'innovation, c'est de garder un avantage concurrentiel. L'avantage concurrentiel, c'est quoi? C'est l'élément qui va différencier fondamentalement l'offre d'une entreprise par rapport à ses concurrents et qui constitue donc sa puissance de différenciation. Ça va permettre aussi de rester compétitif. Donc, on rappelle que la compétitivité est la capacité d'une entreprise ou d'une nation à maintenir ses parts en faisant face à ses concurrents. On distingue la compétitivité de prix, la compétitivité hors prix ou structurelle. Donc la compétitivité de prix va porter sur le prix du produit. Elle va donc dépendre notamment des coûts de production, du coût de travail et du taux de chômage. La compétitivité hors prix, elle ne porte pas sur le prix, mais plutôt sur sa qualité, son image, son mode de production, son originalité. Grâce à l'innovation, l'entreprise pourra donc créer, développer et maintenir son avantage concurrentiel. L'innovation de l'entreprise est donc une arme stratégique qui maintient la dynamique de l'entreprise car elle est source de compétitivité pour faire face au changement de l'environnement. En résumé, nous avons vu ce qu'était une analyse macroéconomique essentiellement ici ce qu'on avait vu c'était le Pestel, sa pertinence. Ensuite on a vu aussi ce qu'était la définition de l'innovation, selon l'OCDE et Schumpeter, les types d'innovation, leur but. On a aussi vu la définition de la compétitivité. Ensuite, on est parti sur le sous-détail, donc compétitivité de prix et hors prix.
Donc, c'était essentiellement ça qu'on a vu, donc les points clés de ce thème de management. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. On a vu l'ensemble des points clés de ce thème-là, avec des exemples et des définitions. Voilà, c'était l'essentiel, pas rentrer dans les détails, mais globalement, tout est là. Donc, je vous invite pour une prochaine vidéo. Donc, thème 2, on va aborder le droit. Donc, comme habituellement, vous trouverez juste en dessous donc, un résumé de ce diaporama que vous pouvez télécharger, partager, faites ce que vous voulez de ça. Et voilà, ce sera tout. Donc, si ce contenu vous a plu, donc abonnez-vous, supportez la chaîne et je vous dis